Donc ce soir, je voudrais vous parler du changement climatique et comment nous, chercheurs, nous étudions ce changement climatique et à partir de ça, comment est-ce qu'on regarde l'impact de ce changement climatique sur la ressource en eau et ensuite, comment est-ce qu'on étudie les adaptations possibles à ces impacts. Voilà, c'est le fil rouge de toute ma présentation. Donc déjà, qu'est-ce que le changement climatique? Donc on a une définition du GIEC qui dit que c'est une variation statistiquement significative de l'état moyen du climat ou de sa variabilité persistant pendant une période prolongée. Ok, on a dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire en vrai? Oui, j'ai les petites notes. Bon, déjà, c'est qui ces gens du GIEC qui nous donnent des définitions pas faciles à comprendre? Donc le GIEC, c'est une institution qui est née en 1988. Qui vient des Nations Unies et dans lequel participent 180 pays, enfin chercheurs de 195 pays. Et donc son boulot à ces experts, c'est de synthétiser l'état des connaissances sur le changement climatique et le rôle de l'activité humaine sur ce changement. Donc on le sait, hein, ils publient des rapports à peu près tous les 5 à 10 ans sur lequel s'appuient les États pour trouver des accords sur la lutte contre le changement climatique. Et donc ça rassemble des scientifiques, mais vraiment de tous les domaines. Donc moi, je fais plutôt des sciences physiques, je fais de l'hydrologie. Donc il y a des climatologues, évidemment, mais il y a aussi des économistes, des sociologues qui travaillent sur tout ça, pour justement travailler sur l'adaptation à ce changement climatique. Donc le climat, qu'est-ce que c'est en fait? Ça, on l'a appris à l'école en primaire, je pense. Dans les différentes zones du monde, on a des climats qui sont caractéristiques. Donc, par exemple, ici, on a un climat qui est méditerranéen. Et le climat, c'est du coup des moyennes statistiques qu'on calcule sur des longues périodes de 20 à 30 ans et qui définissent ce qu'on dit être le climat. Alors, on entend souvent sur certains médias, oui, le changement climatique, vous avez vu comment il fait froid ce matin, parlons-en. Météo France, ils sont bien gentils avec leur modèle, ils ne sont pas capables de prédire le temps à 3 jours. Et qu'est-ce qu'ils espèrent nous prédire le temps dans 50, 80 ans? Le fait est que quand on parle de ces deux choses, on parle de choses complètement différentes. Dans un cas, on parle de météo. Qu'est-ce qu'il va faire comme temps demain? Température, est-ce qu'il va pleuvoir ou pas? Et donc c'est vraiment quelque chose de très ponctuel et très instable. C'est pour ça que c'est difficile à prévoir. Quand on parle de climat, on s'intéresse à ce qui se passe en moyenne, sur un long temps, sur un espace plus large. Et donc c'est le temps auquel il faut s'attendre sur une région donnée dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc c'est vraiment deux choses complètement différentes et c'est au niveau physique, c'est des choses qu'on peut, qui sont complètement différentes en termes de prédiction possible. Alors, on dit qu'il y a un changement climatique, ok, à quoi est-il dû? Alors, le coupable, c'est l'effet de serre. L'effet de serre, c'est un phénomène naturel. Donc ce sont certains gaz qui sont présents dans l'atmosphère et qui vont... j'ai un petit truc ici. Tac. Est-ce que j'ai le laser? Ouais, j'ai un laser. S'il n'y avait pas d'effet de serre sur Terre, en moyenne sur la planète Terre, il ferait moins 18 degrés. Grâce à l'effet de serre, on a une température moyenne au niveau du globe qui est de 15 degrés. Alors cette diapo, elle est un peu vieille. Maintenant, je dirais plutôt 16,5 degrés. On a pris 1,5 degré depuis 1850. Et donc si on augmente la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, en fait, la température va continuer à augmenter. Alors, ces gaz à effet de serre, ils proviennent maintenant beaucoup de l'activité humaine, mais pas que. Et surtout, le problème, c'est qu'on en met de plus en plus dans l'atmosphère parce qu'on utilise des énergies fossiles. On utilise du charbon, du pétrole, qui était du carbone, qui était présent il y a 200, 300 millions d'années
dans l'atmosphère à cette époque, mais qui a été enfoui. Et puis depuis 150 ans, on le sort et puis on le rebalance dans l'atmosphère. Ce qui fait que, il y a eu des doutes pendant tout le processus du GIEC. Au début, on s'est dit qu'effectivement, l'homme devait avoir une influence sur le climat. Donc ça, c'était en 1995. Et au fur et à mesure des rapports, et le dernier en date, c'est celui de 2021, il est clairement établi que la responsabilité de l'homme dans le changement climatique, il est sans équivoque. Il n'y a aucun doute. C'est vraiment l'activité humaine qui, actuellement, provoque l'augmentation des températures. Ça, on le voit d'autant plus quand on regarde les reconstitutions des températures à large sur le temps long. Donc là, on a une reconstitution du climat entre l'an 1 et l'an 2020. Et on remarque au niveau des températures moyennes, entre 1850 et 2020, on a une hausse assez conséquente. Sur la partie droite, vous avez un zoom de ce même graphe, sur cette partie-ci. Et on voit bien, du coup, cette augmentation qui ne fait qu'augmenter, en fait. Plus ça monte, plus on monte vite. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à simuler l'évolution du climat en retirant l'influence des gaz à effet de serre qui ont été rejetés par l'homme. Et on voit que on a un climat qui reste à peu près constant. Alors, il y a des petites choses rigolotes, comme des baisses brutales de température à l'échelle planétaire. Vous savez à quoi c'est dû? Vous avez une idée de ce genre de phénomène? C'est les éruptions volcaniques. Le dernier pic là, vers le bas, là, dans les années 90, c'est l'éruption du Pinatubo, qui a fait perdre 0,2, 0,3 degrés à l'échelle planétaire. Ça donne des idées à certains qui veulent refroidir l'atmosphère en balançant des particules, mais bon, c'est quand même assez, ça me paraît assez dangereux comme solution. Alors, une fois qu'on a un petit peu vu quels étaient les mécanismes qui influaient sur le climat, comment est-ce qu'on le modélise? Alors, le GIEC, ils ont élaboré une stratégie. Alors, on essaye d'imaginer le futur. Et du coup, ils ont imaginé 5 futurs possibles, mais ils sont partis de constats socio-économiques. Quelle va être l'évolution des sociétés jusqu'à la fin du siècle, en fonction de différents chemins que cette société pourrait prendre. Donc ils ont élaboré, donc on a ici 1, 2, 3, 4 et un 5e scénario qui est dit scénario médian, où on a pour chacun de ces scénarios soit des scénarios plutôt vertueux, comme le SSP1, où on mise tout sur la durabilité et on essaye de n'utiliser que des énergies vertes, on abandonne les énergies fossiles, on essaye d'adopter une sobriété énergétique, etc. Et à l'opposé, ou pas à l'opposé d'ailleurs, ici on a le SSP5, qui est une société où on continue à fond de faire du fossile, mais on a une société de très haute technologie où l'adaptation se fait par l'adoption de trucs techniques, des solutions techniques. Donc voilà, à partir de ça, à partir de ces 5 scénarios de société, ils ont élaboré des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on a un graphique qui représente en milliards de tonnes de dioxyde de carbone par an, entre 2015 et 2100, l'évolution de chacun de ces scénarios. Et donc ça va nous servir ensuite pour modéliser du climat. Alors, pour modéliser le climat, donc on repart de nos émissions de gaz à effet de serre et on va utiliser des modèles qu'on dit à base physique qui vont représenter les échanges d'énergie entre l'océan, l'atmosphère et plus encore, et qui essaie de représenter la météo à l'échelle mondiale, sur différentes couches d'altitude, sur différentes profondeurs dans les océans, etc. Donc ça représente vraiment
tous les phénomènes. Et on voit que c'est quelque chose qui évolue au cours du temps. Dans les années 70, c'était des modèles très rustres, on regardait juste les effets combinés de l'ensoleillement avec le CO2 et la pluie. Les années 80, on a rajouté les nuages. Les années 90, on a rajouté les échanges avec l'océan. Les années 2000, on a eu les aérosols qui ont été pris en compte, et etc. Donc au fur et à mesure du temps, les chercheurs ils améliorent leurs modèles et ils essaient d'être de plus en plus précis dans leur prédiction du climat. Donc à partir de ces échanges de gaz à effet de serre, enfin, production de gaz à effet de serre, le modèle, il nous produit, par exemple, ici des températures, des évolutions de température à l'échelle planétaire, et qu'on retrouve, du coup, j'ai du mal à voir le laser. Il marche. Ah, mais c'est parce que j'ai mis le doigt devant. Tac. Donc, pour chaque émission de gaz à effet de serre, on obtient une température moyenne. Je ne sais pas si on le voit bien. Mais on commence aussi à avoir, comme on a plusieurs modèles, on a des incertitudes aussi. C'est-à-dire qu'on va avoir des modèles qui disent qu'il fait plus chaud, d'autres modèles qui disent qu'il ne va pas faire aussi chaud que l'autre d'à côté, etc. Ça ne paraît pas bien à l'écran. Mais on a des petits cônes de couleurs autour des courbes. Donc ça, c'est la première étape. On appelle ça les modèles de circulation générale. Mais nous, pour travailler à l'échelle locale, ça ne nous suffit pas. Donc on déroule toute une chaîne de modélisation. On part des gaz à effet de serre, on fait tourner des modèles globaux, ensuite on utilise des modèles qu'on dit régionaux, qui vont faire ce qu'on appelle de la descente d'échelle, aussi bien au niveau temporel qu'au niveau spatial. Donc ici, sur Explore 2, on a utilisé les projections de Eurocordex qui nous donnent des mailles, donc ça travaille sur des carrés, enfin des choses qui ressemblent à des carrés, de 12-15 km de côté, à l'échelle, alors je ne sais même pas à quelle échelle temporelle c'est. Ensuite, on fait encore enfin si, on est à l'échelle journalière ici. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on corrige ces modèles. Parce que c'est des modèles climatiques, on les fait tourner dans le passé jusqu'au futur. Et quand on regarde ce qui modélise dans le passé, ça ne correspond pas forcément au climat historique. Parce que bon, c'est difficile à caler. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une correction statistique sur les sorties de ces modèles pour recaler le passé par rapport à ce qu'on a connu, nous, en termes de climat. Pas en termes de météo, on ne regarde pas ce qui se passe au jour près. On dit en moyenne, sur 30 ans, il a fait telle température moyenne, le modèle, il faut qu'il renvoie cette température. Donc on décale toute la courbe, et comme ça, on applique la même correction sur le passé et le futur. Après, si on fait une étude d'impact sur l'eau, on peut faire tourner un modèle hydrologique où on va utiliser les données du modèle climatique, telles que la pluie, la température, l'évapotranspiration, pour produire des débits. Et quand on fait tout ça, on voit que, en fait, il existe plusieurs modèles comme ça, plusieurs modèles comme ça. Des méthodes de correction, il en existe plusieurs. Des modèles hydrologiques, on en a plusieurs. Et au final, comme dans le cas de Explore 2, dans Explore 2, ils ont simulé 3 scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Le 2.6, le 4.5 et le 8.5. Ils ont utilisé 17 chaînes de modélisation, donc des modèles combinés GCM, RCM, 17. 2 modèles de correction de biais, 4 à 9 modèles hydrologiques. Donc sur certains points en France, ils ont utilisé jusqu'à 648 simulations différentes. On a beaucoup de résultats, avec du coup éventuellement une grande incertitude. Donc ça nous fait sortir des choses comme ça, des graphiques où chaque petit trait représente l'évolution d'un modèle. Donc ça, c'est la représentation qu'on dit en spaghetti. Donc ça nous donne une idée de la taille de l'incertitude. C'est pas très... Au niveau de l'information que ça nous donne, on voit que ça monte, mais ça monte soit entre pas beaucoup à très beaucoup. On a aussi la représentation qu'on dit en ruban, donc qui permet de regrouper toutes ces infos où on sort la médiane ou la moyenne, et puis on regarde l'incertitude autour de cette médiane et de cette moyenne. Donc c'est une façon de représenter les choses. Et puis aussi, récemment, on a aussi des méthodes qui nous permettent, comme on a cet enchaînement de modèles, GCM, RCM, des biaisages, modèles hydrologiques éventuellement, en fait, il y a des méthodes statistiques qui permettent de séparer
d'où viennent les incertitudes, qui provoque quel biais. Et donc sur ce graphique-là, par exemple, on a une évolution de la température, et on voit qu'en bleu, en fait, ça c'est toute l'incertitude qui est due au modèle GCM-RCM utilisé, et en vert, là, ce cône-là, nous donne la variabilité qui nous vient des émissions de gaz à effet de serre. Donc si on a beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, on est dans cette zone-là. Si on a peu d'émissions de gaz à effet de serre, on est dans cette zone-là. Donc ça, c'est différents scénarios climatiques, en fait. Donc voilà, ça c'est pour le climat. Du coup, une fois qu'on sait ce que c'est que le changement climatique, qu'on a un modèle climatique ou des modèles climatiques, quel est l'impact du changement climatique sur le cycle de l'eau? Donc le cycle de l'eau, ça, mes enfants l'ont vu en primaire, mais bon, c'est toujours bien de le revoir. Donc l'eau, elle fait un grand circuit, puis elle fait un petit circuit aussi au niveau local. Mais en gros, ça vient de l'évaporation des océans, ça passe au-dessus de nos têtes et ça reprécipite sur la Terre de différentes façons. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Ce que je peux dire, par contre, en termes de changement climatique, c'est que là, on parle de changement climatique pour le futur. Bon, on a déjà vu que pour le passé, il s'est passé pas mal de choses. Mais en termes d'impact sur l'eau, là, j'ai sorti un graphique qui fait une petite analyse entre les années 70 et 2020 sur le débit moyen qui coule sur le Réventy à Saint-Martin-sur-Lys. Ça, c'est intéressant, c'est une carte qui est disponible. Je vous ai mis le lien là. Il y a pas mal de liens sur les diapos. Elles sont disponibles après, je pense, sur le site du PNR. Donc vous pourrez cliquer sur les liens et vous verrez toutes les ressources. Donc là, c'est une carte interactive qui permet d'afficher ce genre d'informations. Et donc qui montre le changement climatique à l'œuvre actuellement. Et donc on voit quand même que sur le Réventy, en débit moyen, on a en 40 ans, 50 ans, en 50 ans, on a perdu pas moins de 30% du volume. C'est déjà énorme. Donc ça, c'est pour le passé. Et pour le futur, on fait de la modélisation. Et donc il s'est passé depuis ces 3 dernières années, ça s'est arrêté cet été là, il y a eu un gros projet en France qui s'appelle le projet Explore 2, qui s'est occupé de cette question sur la France entière. Donc dans Explore 2, ils ont fait de la modélisation hydrologique. Qu'est-ce que c'est que faire de la modélisation hydrologique? Là, je vous montre un exemple du genre de modèle que j'utilise, moi, pour faire des études d'impact du changement climatique sur l'hydrologie. Donc le bassin versant, c'est la zone où toutes les gouttes d'eau qui tombent en un endroit vont finir en un seul et même point qu'on appelle un exutoire. On a de la pluie qui rentre sur un territoire et qui finit par ressortir dans la rivière en un point qui est l'exutoire du bassin versant. Et à partir d'une chronique de pluie, on peut calculer des chroniques de débit. Et ça, on le fait avec un modèle mathématique qui peut être plus ou moins compliqué. Donc moi, j'utilise des modèles qui sont en final assez simples. Pourquoi j'utilise ce type de modèle? C'est parce qu'en fait, il nécessite très peu d'informations pour fonctionner. J'ai juste besoin de savoir où se trouve le territoire, de connaître la météo sur ce territoire et d'avoir un débit mesuré. Et à partir de ce débit mesuré, observé, je peux caler les paramètres du modèle et essayer de représenter le débit observé avec mon modèle. Et là, on a un modèle très simple qui, ici, en fait, on fait rentrer de l'eau dedans. Il y a un réservoir qui représente le sol. Il y a un mécanisme qui représente la dynamique de l'eau, de la goutte d'eau qui arrive en haut, là, le temps qu'elle met pour arriver jusqu'en bas. Et on a aussi un réservoir de routage aussi qui représente le volume présent dans la rivière. Le fait que on a un débit qui va augmenter, ça va gonfler le volume de la rivière, et puis une fois qu'on a la récession, le niveau descend et on a une vidange en fait du lit de la rivière. Donc tous ces phénomènes qui sont assez basiques sont représentés avec un modèle simple qui marche plutôt bien en fait. Donc dans Explore 2, ils ont utilisé entre autres ce modèle-là, mais aussi plein d'autres. Donc ça fait intervenir
beaucoup d'acteurs au niveau national. C'était piloté par l'OFB. Donc INRAE a participé, mais pas que. Et qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette grande étude nationale? Déjà, ils ont refait une analyse des modèles climatiques à disposition. Ils en ont même demandé des supplémentaires. Et donc, ce qu'il en ressort, très clairement, à l'horizon fin de siècle, sur le scénario forte émission, quand je dis forte émission de gaz à effet de serre, le scénario 8.5, on a quasiment plus 4 degrés en médiane. Dans le scénario médian, parmi tous les scénarios qu'on a, nous donne plus 4 degrés. Donc ça varie entre plus 3 et plus 5 degrés. Et donc ça veut dire que là, le message il est clair. Les modèles disent tous la même chose. La température, aussi longtemps qu'on continuera à utiliser des énergies fossiles et à balancer du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, la température va augmenter. Au niveau des précipitations, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'en fait, on a des modèles qui nous disent qu'il va pleuvoir plus, d'autres pleuvoir moins, et aussi, on est en France, plein milieu de la France, là, on est au niveau mondial, on est sur une zone de transition entre une zone qui va sécher et une zone qui va plutôt devenir plus humide. Donc a priori, le nord de la France va devenir plus humide et le sud plus sec. Entre les deux, on ne sait pas où se trouve exactement la limite. Donc on a plein de modèles avec des tendances qui sont toutes différentes. Donc on en a qui sont... Ah, pardon. On en a qui sont plutôt secs, comme celui-ci, d'autres plutôt humides, etc. Et donc, dans Explore 2, comme on avait quand même beaucoup d'informations et qu'il est quand même assez difficile de la digérer, ils ont décidé de travailler sur ce qu'ils appellent des narratifs. Ils ont sélectionné 4 scénarios contrastés pour lesquels on peut raconter une histoire. Donc, à savoir le scénario vert qui nous dit qu'on a un réchauffement marqué et une augmentation des précipitations. Un scénario jaune, des changements futurs qui sont relativement peu marqués. Un scénario orange, qui est ici. Donc un fort réchauffement et un fort assèchement, là j'arrive pas à viser, en été et en annuel. Et enfin le scénario violet, fort réchauffement et un fort contraste saisonnier entre l'été et l'hiver. Donc ça, ça a été vu avec les utilisateurs de ces résultats. C'était discuté avec eux de voir comment est-ce sous quelle forme ils voulaient avoir l'information pour pouvoir travailler avec. Donc il a été fait ce choix de 4 narratifs qui permettent de se projeter dans 4 futurs différents pour ensuite travailler des adaptations avec ces 4 futurs. Alors est-ce que c'est... Ah oui, c'est animé, c'est pour ça. Alors, donc on a, ce que je vous le disais, a priori en débit moyen annuel. Donc là, tout à l'heure, on a regardé les températures et les précipitations. Ici, maintenant, on a les débits dans les cours d'eau. Donc tous les petits points, c'est des stations de jaugeage sur les rivières. Et ce qu'on remarque, donc, du coup, en débit moyen annuel, sur on va dire, le scénario médian, on a une limite nette en plein milieu de la France. Au nord, il y a plus d'eau, au sud, il y a moins d'eau. Et quand on regarde les 4 narratifs, on a des résultats très contrastés, en fait. Donc sur le réchauffement marqué, augmentation des précipitations, on a une augmentation des débits annuels moyens au nord, mais une diminution assez forte au sud. Sur le scénario changement climatique peu marqué, on a la même tendance, mais beaucoup moins marquée. Et ensuite, sur les scénarios avec plus fort réchauffement et avec des forts contrastes, ou alors un fort assèchement, là on a des diminutions de débit à peu près partout. Donc ça, c'est les volumes qui coulent à l'année. Ce qu'il en ressort de toutes les modélisations qui ont été faites, c'est ces grands ensembles ici au niveau français. Ce qui nous intéresse ici dans cette région, c'est que on voit quand même
qu'on a une baisse marquée de la recharge annuelle sur les Pyrénées, donc le débit qui coule toute l'année, y compris en hiver. Et en plus, on a une baisse très marquée des débits estivaux. Alors, la patate, là, elle est plutôt sur le système Nest et la Garonne, mais je pense que ça déborde quand même un peu par là, quand même. Alors, là, je vous ai mis un lien vers une carte interactive qui permet d'avoir des informations sur ces ces résultats de modélisation de débit des cours d'eau sous changement climatique sur toute la France. Et le truc rigolo, c'est que j'ai trouvé la fiche pour Quillan, l'Aude à Quillan. Voilà, donc on a ce genre de résultats, donc toujours avec ce même système des 4 narratifs, avec les couleurs vert, jaune, orange et violet. Mais on a aussi l'ensemble de toutes les simulations là en grisé, qui apparaissent pas très bien sur l'écran. Et le trait noir que vous voyez ici, c'est, alors je ne l'ai pas noté, c'est la représentation en climat historique. Ce qui s'est passé entre 1976 et 2005, en vrai. Donc on voit que sur la période 76-2005, les modèles représentent assez bien ce qui s'est passé historiquement. Donc a priori, on doit pouvoir à peu près leur faire confiance. Et ce qu'on remarque du coup, c'est qu'en milieu de siècle, on a des étiages, à peu près quels que soient les futurs choisis, des étiages qui sont plus sévères. Et en hiver et au printemps, on a des choses qui se croisent un peu en fonction... Bon, c'est pas très clair. Ça n'a pas l'air de bouger beaucoup, sauf sur la période ici, fin de printemps. Et je dirais que ça, ici, là, cette période-là, elle s'explique particulièrement par le fait que comme la température augmente, on va avoir moins de neige, donc moins de stock de neige qui va se mettre à fondre à la fin de l'hiver, au début du printemps. Donc ça se remarque bien, là on a un décalage en fait de la période de fonte. Fin de siècle, c'est encore pire. Fin de siècle, on voit qu'on n'a quasiment plus de régime nival en fait. On reste juste sur les précipitations d'hiver. Et les étiages baissent considérablement. On a d'autres représentations de ces futurs. Donc ici, là, sur ce graphique-là, celui du haut, vous avez le débit moyen annuel. Et on a la variation ici entre les différents modèles pour le débit moyen de chaque année. Et on a une courbe de tendance qui nous indique qu'on a une baisse qui se déclare vraiment à partir du milieu du siècle. Ici, les petites bandes de couleurs que vous avez là, ce sont les 4 narratifs. Et pour chacun des 4 narratifs, on a, pas que je le cache, on a une couleur qui nous indique si on a plus ou moins d'eau par rapport à la normale de 1976 à 2005. Donc on peut repérer toujours le fort réchauffement et fort contraste saisonnier, qui est plus marron que les autres sur cette frise ici. Là, on a un indicateur d'étiage. C'est le débit minimum sur 10 jours consécutifs. Donc le débit minimum moyen sur 10 jours consécutifs annuel. Enfin, ici, c'est le annuel, effectivement, VCN10, qui normalement arrive en été. Et donc là, on voit qu'on a une baisse qui est aussi marquée. Et là, on remarque que la baisse, elle intervient dès maintenant. On le voit déjà, de toute façon. Donc sur ces fiches, il y a aussi d'autres façons de représenter les choses. Et là, il y a quelque chose qui est nouveau, qui n'existait pas avant, que je trouve intéressant. C'est comment se représenter justement ces baisses. Il y a 2 façons de les voir. Soit on se dit, voilà, on a des indicateurs comme le VCN10, donc le débit d'étiage moyen sur 10 jours consécutifs. Le 5 ici nous dit que c'est celui qui revient tous les 5 ans. Débit minimum, étiage sur 10 jours,
qui revient tous les 5 ans. Une façon de le représenter ici, qui est intéressant, je trouve, c'est que donc sur la période 76-2005, ce qui arrivait une fois tous les 5 ans en termes de sécheresse, on peut dire qu'au milieu de siècle, ce qui arrivait une fois tous les 5 ans, va arriver entre 1,4 fois ou 3,8 fois tous les 5 ans. Donc l'épisode difficile qui arrive une fois tous les 5 ans, c'est possible qu'il arrive une fois tous les 2 ans, voire plus, à l'échelle du milieu de siècle. Et à la fin du siècle, c'est même plus... voilà, c'est ce qu'on vivait, ce qu'on vit actuellement au fond, ce qu'on vivait, parce que c'était jusqu'en 2005. Comme sécheresse une fois tous les 5 ans, c'est quelque chose qui arrivera chaque année. Voilà, c'est dit. Donc ça, c'est une représentation que je trouve pas mal, parce que c'est vraiment, comme on parle de statistiques, c'est comme un sac de billes, et normalement, on a une chance sur 5 de tomber sur la bille noire, actuellement. Et en milieu de siècle, on aura 3 chances sur 5 ou 4 chances sur 5 de tomber sur la bille noire. Donc une fois qu'on a fait le constat du changement qu'on va voir, on va vivre en termes d'hydrologie, de manque d'eau, comment on s'adapte, et surtout localement, à ces modifications d'hydrologie. Donc là, je vais vous parler du projet Talanoa sur lequel je travaille, qui a lieu sur l'eau de Médiane et Aval. Et comment est-ce qu'on travaille pour essayer de travailler sur cette adaptation? L'objectif de ce projet, c'est de co-construire et évaluer des stratégies d'adaptation qu'on dit transformatives, parce qu'on essaye de changer les choses en profondeur, en fait, de la gestion de l'eau face au changement climatique. Donc c'est un projet qu'on dit d'innovation et de recherche-action, parce qu'en fait, on travaille directement avec les acteurs de terrain, on réfléchit ensemble à des solutions qui pourraient éventuellement être concrètement mises en œuvre. Donc c'est pour ça qu'on dit recherche-action. C'est un projet qui a commencé en juin 2021 et qui se termine l'année prochaine. Donc, c'est un projet européen. Donc, on n'est pas les seuls, on est plusieurs. Donc, il y a la France, l'Espagne, l'Italie, la Tunisie, l'Égypte et le Liban. Chacun de ces pays, donc il y a des chercheurs de chacun de ces pays qui travaillent sur un terrain dans leur pays sur ces questions d'adaptation de l'usage de l'eau au changement climatique. Et du coup, notre question de recherche ici, à laquelle on essaie de répondre, nous, en tant que chercheurs, c'est comment construire et contribuer à un écosystème qu'on dit d'innovation territoriale pour identifier et engager des changements. Donc, effectivement, on cherche des solutions, mais nous, en tant que chercheurs, on se demande qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour réussir à trouver ensemble et à adopter réellement des solutions pour changer la donne. Donc, on essaie de faire participer le plus de gens possible sur le territoire. Donc, on a le SMAR, ici avec 2 M, c'est pas moi qui l'ai écrit, qui est rapporteur du groupe d'acteurs dans le projet européen auprès des autres pays. Donc, il y a Philippe qui est ici, qui pourra nous en parler éventuellement. Donc, l'INRAE, qui anime la démarche. On a un comité de pilotage dans lequel il y a des représentants de l'État, les collectivités, les représentants de la profession agricole, et le PNR aussi du pays du Narbonnais. C'est quoi le M? Méditerranée. Et dans nos ateliers, on essaye d'inviter un maximum d'usagers de l'eau sur le territoire. Donc il y a un site internet, donc il y a le lien. Il y a une liste de diffusion par mail pour être au courant de nos ateliers, si vous voulez participer, etc. Il y a un groupe Facebook aussi pour communiquer. Donc, la proposition méthodologique dans ce projet, c'est déjà de faire un état des lieux où on en est sur l'usage de l'eau et de l'agriculture. Donc, il y a déjà une question très épineuse. La deuxième question, c'est où collectivement nous voulons aller? Quelle est l'évolution souhaitable du développement agricole et des autres usages de l'eau sur le territoire? Et la troisième question, maintenant, une fois qu'on sait tous ensemble où on veut aller, comment on fait pour y parvenir? Quels sont les moyens, les stratégies et les chemins
parvenir aux solutions qu'on veut adopter. Et donc ça, pour faire avancer ces questions, on a mis en place ce qu'on appelle 2 dispositifs. Donc on a d'une part une démarche participative qui repose sur la mobilisation du groupe d'acteurs qu'on a vu dans la diapo précédente pour essayer de co-construire et évaluer des stratégies ensemble. Et couplé à ça, on monte un modèle où on essaie de modéliser l'hydrologie du territoire, l'agronomie, via la demande en eau des plantes, et aussi l'économie, donc la dynamique qu'il va y avoir sur le territoire dans le futur au niveau des cultures ou des pratiques culturelles, pour représenter l'état des lieux et puis évaluer les stratégies et prendre en compte tous ces changements. Donc ça s'est traduit par un certain nombre d'ateliers qui ont déjà eu lieu. Donc on a eu en mars 2023 un premier atelier où on a fait travailler les acteurs sur la prospective, donc imaginer les futurs possibles sur différentes parties du territoire de l'Aude, médiane et aval. On a, en novembre 2023, réalisé un grand atelier où on a sensibilisé les gens à la modélisation. C'est-à-dire comment est-ce qu'on représente des processus qui ont lieu sur le territoire, quand il se passe ceci, quel est l'impact sur cela, etc. On a sensibilisé les gens à l'impact du changement climatique sur la ressource en eau et les usages à l'aide d'un jeu sérieux, où on a fait jouer le rôle d'agriculteur à des représentants, ou à des gestionnaires ou des représentants d'État. On a fait jouer le rôle de représentant de l'État à des agriculteurs, pour que tout le monde se mette dans la peau de l'autre et comprenne les intérêts des autres pour mieux se comprendre et discuter. Actuellement, et puis aussi sur cet atelier, on a fait réfléchir les gens aux mesures d'adaptation possibles pour s'adapter. Actuellement, on a une série d'ateliers, donc on a eu des ateliers sur les données, on a fait un bilan et critique des données utilisées, des ateliers sur la modélisation, donc on essaye de montre aux acteurs ce qu'on a fait en termes de modélisation et on leur demande de critiquer ce qu'on fait pour savoir si ça va être utile et utilisable pour la suite. Donc modélisation hydrologique, je l'ai dit, agronomique pour la demande en eau des cultures et économique pour l'évolution des cultures, des politiques et des pratiques culturelles. On a d'autres ateliers à venir en 2025, donc sur la modélisation qu'on dit là intégrée, c'est-à-dire que tous ces 3 modèles, il va falloir qu'on les branche ensemble et qu'on les fasse marcher ensemble. La déclinaison des stratégies en termes d'actions concrètes qu'on va pouvoir mettre dans les modèles et tester. Et à la fin, une fois qu'on aura fait tourner les modèles avec ces actions liées aux stratégies, évaluer les stratégies. Donc pour ce faire, là, ça c'est une représentation du découpage géographique du modèle hydrologique. Donc ce que j'ai fait pour représenter l'hydrologie du territoire, j'ai découpé le territoire en fonction de la localisation des stations de jaugeage. Donc les stations de jaugeage, c'est les stations qui mesurent les débits dans les rivières. Donc à chaque endroit, on a une station qui mesure le débit dans une rivière. J'ai découpé le bassin versant et j'ai fait tourner le modèle qu'on a vu tout à l'heure, qui transforme la pluie en débit. Et ensuite, il fallait que je rajoute des points sur ce territoire qui correspondent à des nœuds d'interconnexion, notamment l'emplacement des réservoirs qui vont stocker de l'eau, sur lesquels on aura une certaine gestion, et aussi sur le bassin versant de l'Aude, malheureusement pour moi, il y a le canal du Midi, qui complique beaucoup les choses, avec un système complexe au niveau de la Montagne Noire et de Ganguise, avec des échanges qui se font un peu dans tous les sens. Et donc on essaye de représenter tout ça. Voilà. Le modèle intégré, on va l'utiliser de cette façon. Donc cette chose au milieu, c'est tout ce que fait notre modèle intégré. On a le modèle hydrologique qui est un peu au centre de tout parce que c'est lui qui fait circuler l'eau. Et sur ce modèle hydrologique, on va imposer des prélèvements en eau pour l'irrigation, l'eau potable, l'industrie,
Les prélèvements en eau pour l'irrigation, ils vont être pilotés par la demande en eau des plantes, et la demande en eau des plantes, elle va être pilotée par l'assolement des cultures, qui va être décidé par le modèle économique. Donc on retrouve nos 3 modèles, économique, agronomique, hydrologique. Sur ce modèle hydrologique, on va pouvoir appliquer des restrictions d'usage. Il faut qu'on applique aussi des règles de gestion concernant les réservoirs et les canaux de navigation ou d'irrigation. Et à la fin de l'année, ça fonctionne un peu sous un cycle annuel, parce que chaque année, on décide d'un nouvel assolement. À la fin de l'année, on va pouvoir calculer des rendements agricoles et une valeur économique. Et ça, tous ces éléments, on va les forcer avec nos scénarios climatiques, qui sont liés, comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, chaque scénario climatique est lié à un futur de société possible. Donc on a fait, dans l'atelier prospective, on a demandé aux acteurs de nous tracer les grandes lignes de comment évoluerait le territoire local en fonction de ces différents futurs de sociétés au niveau mondial. Et du coup, on a à la fois des données climatiques qui nous sont quelque part imposées par le contexte, et aussi des données telles que l'évolution des prélèvements en eau potable ou les prélèvements industriels. Mais pas que. Donc ça, c'est ce qui est un peu imposé par le contexte, on va dire. Et sinon, les ateliers sur les mesures d'adaptation vont nous amener un certain nombre d'actions qu'on va pouvoir tester dans le modèle, comme de nouvelles politiques de l'eau, de nouvelles politiques agricoles, tels que les changements de techniques sur l'irrigation. On va essayer de tester des choses comme autant que possible sur l'agroécologie, ou par exemple sur l'irrigation déficitaire, dans quelle mesure on peut irriguer moins en limitant les pertes de rendement, etc. Et donc à partir de tout ça, on rentre tout ça dans la machine et on essaie de tirer des indicateurs, donc toujours à décider avec les acteurs, quels sont les indicateurs pertinents qui nous permettent de dire que telle adaptation est souhaitable ou pas. Donc des indicateurs sur l'hydrologie en termes de débit, par exemple les débits minimaux dans les cours d'eau pour la vie aquatique, ou l'économie, est-ce que le secteur agricole s'en sort ou pas, en fonction des mesures qu'on imagine. Donc le projet va se terminer l'année prochaine, et entre-temps, là, depuis cet été, ça a démarré cet automne, il y a le projet de territoire pour la gestion de l'eau, PTGE, de l'eau qui a démarré, donc qui est piloté par le SMAR avec 2 M et un seul A. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un PTGE? Donc ça, c'était quelque chose qui vient du niveau national. Hein. C'est une étude qui est chargée d'insuffler une dynamique locale sur le territoire pour définir un cadre d'action. Si je ne dis pas de bêtises, en fait, on se met d'accord sur une politique globale et en contrepartie, on aura peut-être des subventions pour mettre en œuvre cette politique. C'est le principe, non? Avec des objectifs de retour à l'équilibre. J'y viens. Donc, l'objectif de ce PTGE, donc, c'est déjà de réaliser un diagnostic des ressources disponibles et des besoins actuels et futurs pour les divers usages du bassin. Identifier des programmes d'action possibles, mettant en œuvre des actions d'économie d'eau pour tous les usages, accompagner les agriculteurs dans la mise en œuvre de la transition agroécologique, assurer un partage équitable et durable de la ressource en servant en priorité les exigences de la santé, salubrité publique, bon, ça c'est vraiment les termes généraux, et alimentation de la population. Mobiliser éventuellement les ressources en période de haute eau, notamment par des ouvrages de stockage, de transfert, quand c'est utile et durable. Donc en fait, dans ce PTGE, on voit qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites dans le projet Talanoa, qui sont en fait des précurseurs de cette étude. Donc ce qui est en train de se passer, c'est que tout ce qu'on a fait dans Talanoa et qu'on est encore en train de faire, maintenant on le fait conjointement avec les bureaux d'études qui travaillent sur le PTGE. Et donc, les bureaux d'études réutilisent entièrement les résultats de nos ateliers, de nos analyses et aussi de nos modèles pour réaliser cette mission pour le territoire. Et j'en ai terminé là.